Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour une seconde édition de nos conférences en ligne avec les éditions du Septentrion, avec la Société historique de Québec et bien sûr la Société historique de Montréal. On a le privilège aujourd'hui de recevoir deux historiens et on va parler à nouveau d'un thème, l'antisémitisme au Québec dans les années 30. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, c'est Alex Tremblay-Lamarche qui travaille pour les éditions du Septentrion, mais qui est aussi président de la Société historique de Québec, qui va lancer les débats. Alex, à toi. Oui, un grand merci, Sylvain. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette conférence sur l'antisémitisme dans les années 1930. On va se pencher sur l'antisémitisme au Québec, mais en particulier sur le cas de Québec et de Montréal. Est-ce que c'est deux cas de figure différents? Québec est une ville où la communauté juive est beaucoup moins importante que Montréal, mais il y a quand même une communauté juive qui, c'est ça, provoque en fait, fait parler d'elle plutôt dans certains médias, provoque des réactions, si je peux m'exprimer ici, comme c'est le cas à Montréal également. Et pour en parler, on a décidé en fait d'aller chercher deux personnes qui ont une expérience particulièrement intéressante et complémentaire pour en parler. Pierre Anctil, qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa depuis 2004. C'est l'un des premiers chercheurs francophones à s'être intéressé à l'histoire de l'immigration au Canada durant la première moitié du 20e siècle et en particulier, en fait, à l'histoire de la communauté juive de Montréal. Il parle couramment le yiddish et l'hébreu et il est membre depuis 2012 de la Société royale du Canada. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, sur la communauté juive, beaucoup d'ouvrages au Septentrion, notamment celui-là sur les communautés juives de Montréal, histoire et enjeux contemporains. Il a récemment publié Les Juifs hassidiques de Montréal avec Ira Robinson aux presses de l'Université de Montréal. Et enfin, c'est ça, l'ouvrage de référence, à mon avis, sur les Juifs au Québec. Si vous ne voulez en lire qu'un seul, c'est celui-là, Histoire des Juifs du Québec de Pierre Anctil aux éditions Boréal. Bonsoir, M. Anctil. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Et notre deuxième conférencier de ce soir, Alexandre Dumas, il est chargé de cours en histoire dans le réseau de l'Université du Québec. Il a notamment enseigné à l'UQTR, à l'UQAC, à l'UQAR. Il est également un spécialiste de l'histoire des relations entre l'Église et l'État et de l'histoire politique du deuxième tiers du 20e siècle. Il a fait des études assez intéressantes sur le duplessisme et le clergé à cette époque-là. Il est l'auteur de l'abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste, personnage dont on parlera aujourd'hui, puisque bon, l'abbé Pierre Gravel s'intéressait à la question juive, entre autres. Et il est également l'auteur de L'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis, publié chez McGill Queen's University Press, un ouvrage qui reprend sa thèse brillante soutenue à l'Université McGill il y a quelques années. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bien heureux d'être avec vous. Et donc, pour commencer, j'aurais envie de vous demander peut-être comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de l'antisémitisme au Québec, à l'histoire en fait de la communauté juive et à l'histoire politique de cette époque-là, tous les deux? Alors, on sait qu'il y a de l'antisémitisme au Québec. Il y a très peu de surprises là-dedans. La plupart des sociétés occidentales sont marquées d'un titre ou un autre par ce phénomène. Mais l'antisémitisme, quand on l'étudie, nous apprend presque rien sur la communauté juive, puisque l'antisémitisme, c'est une construction, en quelque sorte, un fantasme souvent. C'est souvent aussi bâti dans des fins d'attaquer une communauté. Alors moi, j'ai voulu aller au-delà de cette barrière et m'intéresser en fait spécifiquement à l'histoire de cette communauté dans sa propre logique, dans sa propre culture, qui est une communauté au 20e siècle, surtout au début du 20e siècle, qui est récemment arrivée au Québec. Donc, je voulais avoir la logique interne, comment cette communauté évolue, se perçoit, quelles caractéristiques elle a sur le plan socio-économique et culturel, et comment elle perçoit le Québec à son tour quand elle traverse le rideau. C'est pour ça que j'en suis venu à ça, parce que j'étais très fondamentalement
insatisfaits des études sur l'antisémitisme, qui nous donnent toujours le portrait des ennemis, des gens qui sont hostiles aux Juifs ou en tout cas qui ont des problèmes particuliers avec les Juifs. Et on n'obtient pas de ce point de vue-là grand-chose pour nous informer de ce qui se passe dans cette communauté juive de Québec ou de Montréal. Alexandre? Alors, de mon côté, ça a commencé précisément quand je me suis intéressé à un personnage antisémite, donc l'abbé Pierre Gravel, auquel j'ai consacré un livre, ce qui m'a amené à me renseigner sur l'antisémitisme, non seulement au Canada, mais aussi en Europe et un peu partout dans le monde. Et moi, ce qui m'a intéressé d'abord à l'antisémitisme, c'est la façon dont ça se distingue la plupart des autres formes de racisme, dans le sens où depuis à peu près aussi longtemps que l'antijudaïsme existe, c'est toujours associé à une forme de complot, donc une forme de fantasme paranoïaque qui éveille les passions des gens qui vont écrire contre les Juifs, ce qu'on ne retrouvera pas dans le cas du racisme sur d'autres communautés. Et ce qui est fascinant, c'est que même après qu'on ait la preuve que ces théories ne reposent sur absolument rien, il va toujours y avoir des gens très instruits, très intelligents, qui vont être là pour y croire et continuer à encourager ces idées paranoïaques. Donc, moi, c'est le phénomène qui m'a intéressé au départ, qui m'a amené à m'intéresser à l'antisémitisme. Et justement, puisqu'on parle de ces gens qui ont constamment en fait nourri l'antisémitisme, je me demandais quelles étaient les sources qui existent sur le sujet. Bon, peut-être des journaux, de la correspondance de ces personnes-là. Moi, je pense particulièrement à quelqu'un comme Adrien Arcan qui a nourri en fait l'antisémitisme au Québec. Mais c'est des sources également qui représentent des défis, notamment leurs billets, leur contextualisation. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire tous les deux? Eh bien, est tout à fait vrai qu'on a beaucoup sur les antisémites. On a beaucoup sur l'Église qui produit un discours hostile sur certaines formes de nationalisme. Mais on a aussi, et ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez exploré parfois, on a aussi des archives juives de Montréal qui sont considérables et qui sont le regard des Juifs sur ces mêmes personnages. Est-ce que les Juifs se sentent lésés, attaqués ou pas? Est-ce qu'ils se sentent menacés ou pas? Qu'est-ce qui reste, en fait, de cette perception? C'est fort intéressant. Et souvent, il faut les deux côtés. On ne réussit pas à décoder un discours contre l'autre facilement. Il faut les réunir et voir comment, en fait, la rencontre entre les deux sources produit beaucoup d'informations, en particulier sur l'intensité. La plus grande difficulté dans l'étude sur l'antisémitisme au Québec, c'est de le mesurer. Est-ce que c'est un antisémitisme présent partout, seulement dans certaines couches de la population? Est-ce qu'il est viscéralement intégré à la culture québécoise ou est-ce qu'il est en marge? Est-ce qu'il y a plusieurs antisémitismes, plusieurs formes d'hostilité simultanément? Oui, il y a ça. Et pour finalement dérouler le chevaux, il nous faut souvent aller aux archives juives. Alexandre? Ce qui est fascinant dans les années 30 avec les sources sur l'antisémitisme, c'est qu'elles sont presque infinies, dans le sens où tout périodique peut être une source sur l'histoire de l'antisémitisme. Si un journal ne parle pas de la question juive, c'est en soi une révélation. Donc, pour avoir un portrait global de la situation, il ne faut pas seulement se renseigner sur Adrien Arcan ou sur d'autres personnages comme ceux-là. À mon avis, il faut vraiment fouiller partout parce que toutes les sources sont susceptibles de nous renseigner. Et des fois, ça peut être des sources vraiment obscures. Et ici, je me permets une référence vraiment très précise. La thèse de doctorat de Rodolphe Lemieux, qui nous parlait de l'emprisonnement pour dette. Et qui, à un moment, c'est une seule référence. Il nous parle du fait qu'à une époque, les Juifs vendaient et achetaient des enfants pour régler les dettes. Et ça, pour moi, c'est merveilleux, un exemple comme ça, parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de l'antisémitisme ordinaire, dans le sens où il n'écrit pas ça dans le but de faire réagir les gens ou d'inciter à la haine pour les Juifs, mais pour lui, ça va de soi. C'est une réalité. Il l'a entendu, il le répète. Et c'est montrer à quel point n'importe quelle source
peut nous renseigner sur l'antisémitisme? Ouais, non, effectivement, c'est fascinant. Puis on trouve en fait de l'antisémitisme à des endroits où on s'y attendrait pas. Et bon, ou même en fait les personnages qui en témoignent en fait n'en prennent peut-être pas parfaitement conscience. Et on a choisi en fait les années 30 parce que bon, c'est quand même une période assez particulière pour l'antisémitisme avec bon, la montée du nazisme en Allemagne, la montée du fascisme un peu partout en Europe. C'est une époque justement qui suit la crise économique où donc il y a un certain repli et donc une certaine peur de l'autre. Mais je me demandais si on va en fait du côté de Montréal, du côté de Québec, elles ont l'air de quoi en fait les communautés juives de chacune de ces deux villes-là? Et est-ce qu'elles sont relativement bien intégrées? Elles vivent un peu plus de leur côté? Elles sont quand même assez différentes l'une de l'autre et donc je serais curieux de vous entendre sur cette question-là. C'est une très bonne question parce que si on prend l'année de référence 1931, c'est l'année du recensement fédéral, on voit le contraste très, très fort entre le judaïsme montréalais et celui qui est présent à Québec. 60 000 Juifs à Montréal et environ 450, 500 à Québec. À Montréal, on a un prolétariat juif important de plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans les usines de confection de vêtements, qui est syndicalisé. On a aussi des écoles littéraires, de la production artistique, et on a un leadership juif très organisé autour du Congrès, plusieurs publications, plusieurs dizaines de lieux de culte, beaucoup de variétés dans l'interprétation du judaïsme, et on a des origines très diverses. Quand on se tourne vers Québec, on voit le contraste. Il n'y a que des marchands à Québec. Presque tous les Juifs, et si on parle des années 30, sont de petits marchands dans le secteur de la rue Saint-Joseph, près de la gare du Palais, où ils sont arrivés par le port. Et la plupart, dans un cas comme dans l'autre, rendus aux années 30, sont assez bien intégrés sur le plan économique. Ils ont en général des niveaux de vie acceptables, raisonnables. Ils se tirent bien d'affaires. La différence avec Montréal, c'est qu'à Montréal, il y a énormément de diversité linguistique, religieuse et culturelle. À Québec, il n'y en a pas. 95% de la ville est catholique et je pense que dans les années 30, c'est autour de 90% francophone. Alors, les Juifs de Québec sont confrontés à une société qui est monolithique, qui pense presque toutes de la même façon, et ils sont confrontés à l'Église. Ils trouvent précisément dans le clergé des opposants. Ils sont obligés d'en tenir compte. À Montréal, absolument pas. Il y a tellement de diversité que les Juifs ne sont pas visibles, sauf dans un quartier bien précis autour du boulevard Saint-Laurent. Alors, on est devant des cas de figure extrêmement contrastés. Et ben, à Montréal, il y a notamment bon, des députés juifs. Alexandre, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, M. Anctil parlait du fait que la communauté était assez bien organisée dans les années 30. Puis effectivement, on le voit sur le plan politique. Dès 1916, on va voir se faire élire le premier député juif à l'Assemblée législative, Peter Berkovitch, dans Montréal-Saint-Louis. Et en 1931, il y a un deuxième député juif qui s'ajoute, Joseph Cohen. Les deux vont être bien utilisés par leur parti pour séduire l'électorat juif et le convaincre de rester fidèle au Parti libéral, même si au final, ils vont avoir relativement peu de poids au sein de leur formation politique. Et à Montréal, on a plusieurs conseillers municipaux dans le même quartier qui sont issus de la communauté juive, dont certains sont très à gauche, qui circulent dans le milieu politique montréalais assez facilement. Alors que ça, c'est absent à Québec. Ni à l'Hôtel de Ville, ni dans la députation fédérale ou provinciale, les Juifs sont trop peu nombreux pour influencer le vote. Ils sont trop peu nombreux pour séduire un électorat franco-catholique. Donc, ça ne marche pas du tout de la même façon. Par contre, Berkovitch et Cohen vont être à Québec quand ils vont aller représenter les leurs au Parlement de Québec. Ben, en fait, ici, c'est peut-être le président de la Société historique de Québec qui se permet d'intervenir. À Québec, on a quand même eu Léo Robach, qui, bon, quand même été vers la ville de Montréal. Donc, c'est ça.
on voit qu'il y a une partie de la communauté juive de Québec qui, migre vers Montréal pour peut-être avoir une vie associative davantage intéressante. Et la figure la plus connue du judaïsme à Québec, c'est un marchand, c'est Maurice Pollack, qui va ouvrir un magasin en 1902, fraîchement arrivé d'Ukraine, va ouvrir une manufacture de vêtements pour l'armée canadienne. Il va donc produire des uniformes et il va ouvrir son très grand magasin au coin de Dupont et Charret dans les débuts des années 50. Il va donc être une très grande figure dans un milieu où il y a très peu de Juifs et il est pratiquement le représentant de sa communauté à lui tout seul. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que les Juifs sont relativement bien intégrés dans les villes de Québec ou de Montréal, ou plutôt qu'ils vivent un petit peu de leur côté, qui vivent un peu plus en vase clos? À Québec, il y a un phénomène très intéressant. La plupart des Juifs sont dans le bas de la ville. Ils sont autour de la gare du Palais quand ils arrivent et à mesure qu'ils gagnent en richesse, ils sont plus à l'aise, ils veulent monter à la Haute-Ville. Ils veulent monter dans les nouveaux quartiers, surtout le quartier Montcalm, autour de la paroisse Saint-Dominique, paroisse Saint-Sacrement, et ils veulent établir évidemment un lieu de culte. Et c'est là, c'est un des deux grands conflits de la Ville de Québec des années 30 autour de la question juive. Beaucoup de gens résistent pour des raisons religieuses à laisser les Juifs s'installer à la Haute-Ville, dans la classe moyenne, et ouvrir une synagogue qui serait visible aux yeux de tous. Et l'autre grand conflit, c'est l'ouverture du magasin Pollack en 1931 sur Saint-Joseph, le magasin qui est le premier grand magasin qu'il ouvre. Ça suscite énormément de critiques et d'hostilité parce qu'il fait concurrence à des entrepreneurs qui sont déjà là, la Liberté, fait concurrence à Paquette et au Syndicat de Québec. Sur le plan politique, moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il y a quand même une volonté de la part des formations de faire oublier l'identité juive de leurs représentants. Si je prends par exemple Peter Berkovitch, dans les journaux francophones, il va souvent devenir Pierre Berkovitch. Pour Louis Fitch, qui va être un député juif de l'Union nationale, on va souvent souligner le fait qu'il parle un français impeccable. Donc, on cherche vraiment à faire oublier un peu la différence. Donc, dans ce cas-ci, je ne crois pas qu'on puisse parler d'acceptation, simplement de tolérance. Québec est une ville particulièrement marquée en fait par deux classes sociales différentes. D'une part, la Haute-Ville, davantage habitée par les élites, par les classes moyennes, et d'autre part, la basse-ville, tout comme à Montréal, avec les élites qui se déplacent vers l'ouest. Et il y a une autre question qui va être particulièrement d'actualité à cette époque-là, c'est la question des écoles juives. Les Juifs, en fait, veulent disposer de leurs propres écoles, mais ils veulent surtout, en fait, avoir le plein contrôle sur elles. On a des commissions scolaires catholiques d'une part, protestantes d'autre part, et les Juifs se retrouvent un petit peu coincés entre les deux. Donc, c'est ça, je serais curieux de vous entendre un petit peu tous les deux sur cette question-là et comment est-ce que, justement, ça se déploie dans les années 1930. Alors, c'est ça qui est intéressant dans les années 30. C'était une année de très grande visibilité, d'une décennie de très grande visibilité pour la communauté juive. La communauté juive est dans tous les grands débats, tous les grands enjeux de société. Et les Juifs représentent l'altérité radicale. Et n'étant pas chrétiens, n'étant pas facilement intégrables dans le tissu socio-économique, paroissial, institutionnel, ni québécois catholique, ni protestant, on voit tout le monde discuter de leur place. Alors, les Juifs ne s'entendent pas entre eux. En 1903, on les intègre au réseau scolaire protestant et on les anglicise. C'est ce que souhaite l'élite juive de Montréal, l'élite mieux installée économiquement. Mais les immigrants récents qui, eux, parlent yiddish, ne souhaitent pas ça. Ils souhaitent avoir des écoles publiques, comme les catholiques et les protestants, qui vont contrôler et où on va enseigner le judaïsme et la langue yiddish et les valeurs juives. Et il y a un débat au Parlement de Québec dans lequel Berkovitch va apparaître comme un des grands porte-parole de la communauté juive. On décide
Taschereau, le premier ministre libéral, décide de créer une commission scolaire juive, en gros sur le modèle des deux autres, catholiques et protestantes. Ça soulève un grand tollé. C'est un des grands moteurs de l'antisémitisme québécois, c'est la question des écoles juives. Évidemment, il y a une partie du clergé qui sent que les Juifs vont s'accaparer un domaine institutionnel, légal, un domaine de légitimité qui, eux, croyaient réservé aux seuls chrétiens. Et c'est beaucoup autour de ça que Adrien Arcan et d'autres intervenants radicalement antisémites vont bâtir leur attaque sur la supposée pénétration exagérée des Juifs dans la société québécoise. Parce que même au-delà des antisémites comme Arcan, le projet de créer une commission scolaire juive, ça va créer une réaction très forte. Et ce qui est fascinant de remarquer, c'est qu'il va y avoir une unanimité dans la presse contre le projet d'une commission scolaire juive. Et ça, c'est extrêmement rare qu'on va voir la presse libérale, conservatrice et catholique être d'accord sur une question. Et même les journaux libéraux vont critiquer ce projet de loi qui est pourtant appuyé par le premier ministre lui-même. Ici, je prends surtout l'exemple du Soleil de Québec, qui est à l'époque un gros éditorial de 24 pages quotidien pour encenser le gouvernement. Tout le journal, c'est une publicité du Parti libéral. Et pourtant, l'éditorialiste va critiquer le projet de créer une commission scolaire juive. À Montréal, le Canada, qui est le journal du Parti libéral, ne va pas aller jusque-là, mais il ne couvrira simplement pas la question. Donc, un silence qui en dit beaucoup quand même. Donc, il y a vraiment une réaction qui est très forte contre le projet. Et c'est un projet qui va aboutir à l'abolition d'une commission scolaire. Enfin, on va faire avorter le projet. En 1931, on retourne au statu quo, c'est-à-dire tous les Juifs sont à l'école protestante anglophone, et c'est vrai à Québec aussi. Le high school sur Belvedere, d'ailleurs, qui va être financé en partie par des dons de Pollack, va accueillir l'ensemble des Juifs de la ville de Québec. Et c'est un rendez-vous manqué. C'est tragique parce que cette communauté juive qui aurait pu souhaiter en partie se franciser, avoir plus de rapport avec les francophones, elle est contrainte par une décision du gouvernement provincial et libéral du temps, sous la pression de certains nationalistes. Elle est contrainte à retraiter dans le giron du monde anglo-protestant, dont elle ne sortira que beaucoup plus tard, au moment de la Révolution tranquille, quand la Révolution tranquille se produit finalement et qu'on abolit ces contraintes confessionnelles. La communauté juive et de Montréal surtout, mais en partie celle de Québec, devient anglicisée complètement et le rendez-vous est manqué. Et ce sont vraiment les intérêts électoraux qui vont guider la décision du gouvernement, parce qu'à la session 1931, donc avant que Taschereau annonce le retrait du projet, Camillien Hood, le chef des conservateurs, va prévenir que la prochaine campagne électorale va porter sur la question si le gouvernement va de l'avant avec son projet. Oui, en effet. Et on a brièvement mentionné en fait le cas des protestants. C'est ça que il y a eu un rendez-vous manqué avec les Canadiens français et la communauté juive. Est-ce qu'on peut dire que, là je m'avance peut-être dans un terrain glissant, que les protestants étaient plus ouverts ou c'est parce qu'ils ont été contraints à être plus ouverts qu'ils l'étaient? Est-ce que peut-être en fait que pour sortir de ce terrain glissant-là, j'aurais envie de dire quelles sont les différences que vous voyez entre les rapports que les catholiques et les protestants ont au Québec avec les communautés juives à l'époque? C'est extrêmement complexe. Et Bégin et Villeneuve, les évêques de Québec, émettent des directives, on les connaît dans les années 20 et 30, des directives qu'on appelle doctrinales, c'est-à-dire qu'un catholique est tenu à respecter certaines règles de comportement, des règles qui sont contraignantes pour un pratiquant. Et il dit, entre autres, Villeneuve, concernant la question scolaire, qu'il est interdit, sous peine de grave condamnation, d'éduquer les Juifs, les schismatiques, ça c'est les protestants, les orthodoxes et tous les non-catholiques dans les écoles catholiques. L'Église insiste au Québec que l'Église catholique
contrôle l'éducation en français et cette éducation en français n'est que pour les catholiques. Et c'est ça la barrière qui est inamovible, impossible à retirer. Les protestants ont une attitude plus souple sur le plan confessionnel. Ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont regrouper tous les Juifs à l'école Barending, qui est au coin de Saint-Urbain et c'est Saint-Viateur, non, Marianne, je crois. Ils vont donc bâtir une école protestante juive. Et toutes les autres écoles protestantes de la ville n'ont pas de juifs. Alors, c'est selon. Moi, je suis d'avis que les deux communautés protestantes et catholiques étaient foncièrement, à l'époque, confessionnellement hostiles aux Juifs, mais que les protestants ont fait preuve d'un peu plus d'opportunisme et de souplesse. Alexandre, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose là-dessus ou qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je n'ai pas suffisamment étudié la communauté protestante pour faire une comparaison qui se tient, mais évidemment, il y a quand même une volonté à l'intérieur des archevêchés de Québec et de Montréal pour combattre l'antisémitisme qui est montant dans les années 30, ce qui ne signifie pas une sympathie pour la communauté juive. Au contraire, à l'archevêché de Montréal, j'ai vu des rapports qui disaient que l'antisémitisme en soi n'est pas condamnable tant qu'il n'est pas outrancier. Mais il y a quand même au moins cette volonté de combattre l'antisémitisme. À l'archevêché de Montréal, entre autres, on va être très hostile au parti d'Adrien Arcan. Arcan qui va se plaindre à Monseigneur Gauthier que beaucoup de prêtres parlent contre lui régulièrement. Du côté de Québec, par contre, l'antisémitisme va s'exprimer assez librement jusque dans la Semaine religieuse de Québec, qui est le périodique officiel de l'archevêché, qui est dirigé par le chanoine Cyril Labrec, qui lui-même est un antisémite très expressif. Officiellement, il combat seulement les francs-maçons. Par contre, l'association entre francs-maçons et juifs est tout à fait évidente dans ses textes. Et il y a même une citation que j'aimerais mentionner, où il nous parle des Juifs et qu'il l'écrit comme une engeance intéressante, bien qu'embarrassante. Il nous dit, d'une part, il faut les traiter avec justice et charité, d'autre part, il faut protéger les nôtres contre leurs procédés rapaces. Et donc, cette personne dirige le journal qui est distribué à tous les prêtres de l'archevêché, sans jamais être rappelé à l'ordre par le cardinal Villeneuve. Effectivement, on voit qu'il y a un antisémitisme au sein, en fait, des autorités religieuses, même si, effectivement, bon, la position officielle est d'être relativement prudent puis de ne pas l'encourager, même si on permet, en fait, que certaines personnes au sein, en fait, de la tête de l'Église en expriment. Une autre des questions, en fait, que je pense qui est essentielle pour comprendre le contexte des années 30, il y a la question de la crise économique, mais il y a la question aussi de l'immigration juive. Il y a eu un boom assez important d'immigration juive à Montréal à la fin du 19e siècle et au début du 20e, qui explique qu'on ait 60 000 personnes en 1931. Mais qu'en est-il, en fait, dans les années 1930? Est-ce qu'on continue à avoir beaucoup de Juifs qui arrivent au Canada et en particulier à Montréal et à Québec à cette époque-là en raison de la crise économique pour trouver des conditions meilleures? Est-ce que cette immigration-là dérange? Est-ce que cette immigration-là est amplifiée par les pouvoirs politiques alors qu'elle s'est rétrécie? J'aimerais vous entendre tous les deux sur cette question-là. Alors, l'immigration en général, alors, il ne faut pas penser juste en termes d'immigration juive, il faut penser en termes du flux migratoire général qui se dirige vers le Canada. Le Canada prend la décision, après 23, de réduire fortement l'immigration et en particulier de n'accepter que des fermiers ou des personnes qui ont une expérience agricole et des domestiques qui viennent travailler donc dans des maisons. Évidemment, ça nuit énormément à l'immigration juive, qui est surtout composée de personnes qui travaillent dans les services dans les villes. Ça chute encore à partir de 29-30 à cause de l'immigration entre en conflit avec la situation économique. Les syndicats réclament la fin de l'immigration à cause du taux de chômage.
il n'y a plus d'immigrants juifs pratiquement à partir de 1930 jusqu'à 1948. Ça va tomber à moins de quelques centaines d'immigrants juifs par année pendant la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas un problème d'immigration objectivement, sauf que les Juifs, mais en particulier tout le contexte international, fait que on expulse à partir de 38-39 énormément de Juifs allemands, autrichiens, tchèques, et ces gens-là se retrouvent, ça crée une crise de réfugiés très grande, se retrouvent apatrides, incapables de trouver un espace, et beaucoup vont cogner aux portes du Canada pour entrer. Alors, ce qu'on trouve qui est paradoxal, c'est que le devoir, par exemple, que j'ai étudié en plus de détails, même s'il n'y a plus d'immigration, c'est terminé. Le devoir continue de s'opposer avec beaucoup de virulence à l'immigration juive en prétendant que les Juifs sont inassimilables, entrent en concurrence avec les Canadiens français, ne sont pas des chrétiens. En fait, ce qu'on craint, c'est que le flot des Juifs allemands entre au Québec et en fait, aggrave la situation de chômage et surtout fasse grossir une communauté qui est perçue comme étant non légitime dans le cadre du Canada français catholique. C'est qu'à chaque fois qu'on est témoin d'un événement antisémite important en Allemagne, dès le moment où Hitler devient le chancelier, à chaque fois que les Juifs sont visés par une loi ou par une émeute, un événement quelconque, aussitôt on remarque qu'il y a une peur de voir une vague d'immigration juive qui vient d'Allemagne et, pour employer les termes qu'on emploie à l'époque, donc qui viendrait envahir le Canada. Et à ce moment-là, même si le gouvernement fédéral ne manifeste aucun intérêt à accueillir ces Juifs qui viennent d'Europe, il y a toujours la crainte que, effectivement, les Juifs immigrent en masse. Et autant dans la presse, pas seulement dans le devoir, on va voir cette crainte-là dire qu'il faut s'affirmer, il faut prévenir le gouvernement que dans un contexte de crise économique, ce ne serait pas acceptable de venir en aide à ces Juifs-là. C'est intéressant parce qu'on voit qu'au final, toute la question de l'immigration est plus une question de perception qu'une question en fait de réelle immigration et une question en fait de crainte de l'immigration avec bon, la montée du nazisme et bon, les afflux de réfugiés que ça pourrait causer. Ce qui m'amène à vous poser des questions sur la perception qu'ont les Canadiens français des Juifs, puisque qui dit antisémitisme dit en grande partie une question de perception. Et donc, on en a parlé un petit peu jusqu'à maintenant, mais dans un premier temps, j'aurais envie de vous entendre sur le cas des autorités religieuses. On l'a un petit peu mentionné, mais bon, quelles sont les différences qu'il y a entre les membres du clergé, un abbé Pierre Gravel, par exemple, pour Alexandre Dumas, et bon, les positions plus officielles des évêques, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Mais donc, je serais curieux de vous entendre sur cette question-là. Comment les autorités religieuses perçoivent-elles les Juifs? Et bon, ben, quelles sont les différences qui existent au sein des différents membres du clergé puis des différents paliers, en fait, dans l'échelle de ce côté-là? Ce qu'on réalise, c'est que l'Église n'est pas unanime. Là, je parle de l'Église québécoise, canadienne, française, catholique. Il y a dans l'Action catholique, alors on parle beaucoup, Alexandre et moi, des journaux, parce que c'est souvent dans les journaux qu'on trouve les preuves et qu'on comprend mieux ces mouvements. J'ai fait une étude de l'Action catholique dans les années 30, plus de 2000 textes, et on trouve qu'il y a des courants de pensée au sein de l'Église qui s'opposent. Il y a un courant de pensée représenté par l'abbé Laverne, qui est curé à Notre-Dame-de-Grâce à Québec, dans le bas de la ville, qui est extrêmement hostile aux Juifs, qui les décrit comme diaboliques, complotistes, ennemis de l'Église, porteurs du mal. Et on trouve un autre courant, au même moment, dans le même journal, qui s'affirme de plus en plus, qui est plus récent, c'est celui de l'abbé Labrec, Cyril Labrec, mentionné Alexandre tout à l'heure, qui est un courant, je dirais, qui tend à
modérer la position de l'Église et à faire comprendre que fondamentalement, il est inacceptable d'attaquer des Juifs, de les violenter, de nuire à leur réputation, qui, en général, mérite la charité chrétienne. Et l'arrière-fond de ça, l'arrière-plan, c'est l'espoir qu'ils vont se convertir. Alors, on ne convertit pas facilement des personnes en les attaquant, en les insultant. Et le tournant de ça, j'ai trouvé dans l'Action catholique, c'est l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 et le début des persécutions. Quand on réalise dans l'Église de Québec que Hitler violente les Juifs, en fait, se comporte d'une manière non acceptable sur le plan de l'éthique chrétienne, il y a une modération qui s'installe et l'abbé Labrec, Alexandre a pris la peine de le dire, explique qu'il n'est pas question pour les chrétiens et les catholiques d'agir de manière violente. Mais oui, se méfier. C'est un discours différent de ce qu'on trouve dans l'Église. Moi, je pense que l'antisémitisme des Canadiens français est issu de l'Église. Il est en droite ligne venu du discours de l'Église. Alors, il faut distinguer entre deux phénomènes, l'anti-judaïsme et l'antisémitisme. L'Église n'est pas contre les Juifs pour des raisons raciales ou pour des raisons séculières, elle est contre la religion juive, elle est contre le judaïsme, elle est contre la non-conversion des Juifs. Et c'est un discours assez différent de celui d'Arcan, qui est un discours nationaliste, racial, proche du nazisme, qui est un discours qui veut exclure les Juifs sur la base de leur influence économique et sociale et raciale. On est devant ça dans l'Action catholique et dans plusieurs autres journaux, et il y a des degrés, des complexités qui sont difficiles à saisir. Moi, j'ai eu la chance de consulter les archives de plusieurs évêques et c'est intéressant de consulter les documents privés parce que c'est là que les évêques peuvent se permettre de dire vraiment le fond de leur pensée. Et on en avait évidemment qui étaient très hostiles à l'endroit des Juifs. Je pense surtout à Monseigneur Comtois de Trois-Rivières, qui, lui, n'était pas très... ne se prononçait pas beaucoup sur la question en public, mais en privé était extrêmement hostile envers les Juifs. Quand il va être question d'une commission scolaire juive, il va dire à ses collègues évêques que les Juifs sont les pires ennemis de la civilisation chrétienne et qu'ils trouveraient certainement une façon d'abuser de leur commission scolaire, comme ils ont abusé de tous les privilèges qui leur ont été donnés dans le passé. Et à l'autre extrême, on retrouve Monseigneur Ross à Gaspé, qui, lui, au contraire, va considérer que oui, les Juifs devraient avoir droit à leur commission scolaire. Naturellement, il faudrait qu'elles soient encadrées par le gouvernement. On ne pourrait pas les laisser entièrement libres. Il faut s'assurer que leurs valeurs, les valeurs qui sont transmises, sont compatibles avec les valeurs canadiennes. Mais oui, les Juifs devraient avoir droit à leurs propres écoles. Donc, on voit vraiment que les courants sont très diversifiés. Et je veux aussi dire un mot sur Monseigneur Gauthier, parce qu'on a souvent dit que Monseigneur Gauthier était celui qui avait lancé Adrien Arcan dans son aventure antisémite. Et ça, c'est une rumeur qui a été lancée par Adrien Arcan lui-même, environ 25 ans après la mort de Monseigneur Gauthier. Donc, l'archevêque, évidemment, n'avait pas l'occasion de se défendre. Et via le téléphone arabe, c'est une idée qui est devenue très présente dans l'historiographie. Ça a été cité très souvent, même s'il faut reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a absolument aucune source qui permet de l'affirmer. Et sur l'abbé Pierre Gravel, je suis curieux de vous entendre davantage sur le personnage. On a d'ailleurs une très belle photo de lui en train de faire le salut nazi, comme on le voit à l'instant. Est-ce que c'est vraiment un salut nazi? Est-ce que vous pourriez contextualiser un petit peu le personnage? Alors, premièrement, ça, ce n'est pas un salut nazi. Le salut nazi, le bras est plus penché vers l'avant. Il est beaucoup moins élevé. Ça, c'est beaucoup plus le salut fasciste. Il faut le préciser. Alors, l'abbé Gravel, c'est un prêtre syndicaliste qui va d'abord former des syndicats à Thetford Mines et qui va ensuite être un conférencier très populaire dans la région de la capitale nationale dans les années 30 et 40. Et c'est quelqu'un qui aime énormément provoquer, d'où le salut qu'on peut voir ici. Mais il va préciser que ce n'est pas Hitler ni Mussolini qui lui ont appris ce geste, c'était Abraham qui saluait ainsi son peuple. Gravel savait qu'il était surveillé par la police montée et donc il n'y ratait pas une occasion de les provoquer.
le discours antisémite de Gravel, c'est vraiment très loin du discours officiel de l'Église, dans le sens où c'est un antisémitisme qui est très, très affirmé. Mais il sait très bien comment déjouer ses supérieurs. Entre autres, quand il fait des conférences sur la question juive, il leur donne des titres qui n'ont absolument rien à voir avec leur contenu. Par exemple, on va appeler ça « C'est le printemps, c'est la vie », alors qu'en réalité, ce qu'on veut dire, c'est « Les Juifs qui fuient l'Allemagne, on ne doit surtout pas les accueillir ici ». Et c'est de cette façon-là qu'il va réussir à déjouer ses supérieurs. C'est évidemment délicat à l'époque de dénoncer le discours d'un prêtre, de le faire publiquement. Il y a beaucoup de gens qui vont écrire au cardinal Villeneuve pour le prévenir que le discours de Gravel est foncièrement antisémite. Mais ces lettres-là, généralement, ce sont des lettres anonymes. Et, règle générale du cardinal Villeneuve, quand il reçoit des lettres anonymes, il ne s'en occupe pas, tout simplement. Donc, ce qui va permettre à Gravel de sévir pendant longtemps et de s'exprimer régulièrement contre les Juifs, même pendant la Seconde Guerre mondiale et même après. Et si on regarde maintenant du côté peut-être qu'on va au-dessus des évêques, si on va du côté du pape, le pape a une position dans les années 30 sur les Juifs. Quelle est-elle et comment est-ce qu'elle est accueillie ici? Est-ce qu'elle est suivie? Puis également, je serais curieux d'entendre les positions du pape sur le nazisme. Alors, le pape qui est là au moment de la prise du pouvoir de Hitler en 1933, c'est Pie XI. Il est à la fin de son mandat, il va décéder en 1939, il est donc très bien installé. Pie XI entre en conflit assez rapidement avec Hitler, malgré qu'il ait signé un concordat pour protéger l'Église catholique, comme il a signé avec d'autres États européens. Le concordat se signe en 1933. À un moment où Hitler n'a pas encore complètement noyauté la société allemande, il n'a pas complètement nazifié l'Allemagne, mais très rapidement, le concordat est violé par les nazis et des persécutions contre le parti centriste allemand catholique et surtout contre certaines congrégations religieuses, contre certains prêtres commencent. Et Pie XI se sent l'obligation de dénoncer dans une encyclique très, très percutante en mars 1937, qui est écrite en allemand, qui s'appelle Mit brennender Sorge, avec une brûlante inquiétude, qui est lue au printemps, au dimanche des Rameaux, dans toutes les églises catholiques de l'Allemagne. C'est un coup porté contre Hitler. C'est une dénonciation en particulier du nazisme comme idéologie d'État qui aurait remplacé Dieu, de la race, de la domination de l'État sur l'Église et des violences qui ont lieu contre les catholiques. Pie XI omet de parler des violences contre les Juifs. Et ça place le régime et l'Église dans une situation de tension très marquée. C'est la fin, pour ce qui concerne l'Église catholique québécoise, c'est la fin de toutes les sympathies pour le nazisme qu'on trouve. L'Action catholique en particulier reproduit au complet dans le détail l'encyclique et cesse d'appuyer le nazisme déjà à partir de 1935-1936. C'est très net à partir de 1937. On ne parle pas des journaux libéraux, là, qui sont de toute évidence pas pour sympathiser avec le nazisme. Et ça marque un tournant. Et ça discrédite un certain nombre de prêtres, et en particulier Adrien Arcan, qui vont poursuivre dans le sens d'une complicité avec le nazisme, et en particulier avec le nazi anglais Mosley, Oswald Mosley, qui dirige the Union of British Fascists, qui est probablement plus le modèle que va prendre Arcan que le modèle nazi pur d'Adolf Hitler. Donc, il y a une rupture au milieu des années 30 qui est très marquée, qui contredit complètement ce que certains ont dit, certains historiens, à l'effet que le Québec est unanimement fasciste, unanimement attiré par, imprégné même d'idéologie fasciste et nazie. C'est absolument le contraire qui se produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des gens dans la société québécoise qui continuent de s'inspirer ou d'être attirés pour une raison ou pour une autre. Mais en gros, la masse de l'Église, des prêtres, des élites, tourne le dos à Hitler à partir de l'encyclique de 1937. Si on se pose la question, oui, le pape Pie XI a remarqué Arcan et s'y est intéressé.
Ça commence avec Monseigneur Gauthier qui va condamner publiquement le parti d'Arcan, même avant l'encyclique du pape. Donc, il va dire que le fascisme d'Adrien Arcan, c'est un nazisme qui a été adouci pour le rendre acceptable aux Canadiens français. Et Monseigneur Mozzoni, qui était le délégué apostolique, donc le représentant du Vatican au Canada, va trouver que cette condamnation, c'est insuffisant. Et il va écrire à Rome pour prévenir le pape qu'il existe au Canada un parti nazi financé et contrôlé par Hitler, par le Reich allemand. C'est vrai, ça? Non, non. C'est ce qu'il va déclarer, là. C'est ce que Mozzoni va dire au pape. Et donc, le pape va demander aux évêques canadiens de dénoncer fermement le mouvement naziste canadien. Du côté des évêques anglophones, on va suivre, donc la condamnation va venir très rapidement. Mais du côté des évêques canadiens-français, québécois, les évêques vont se contenter, en fin de compte, de reproduire l'encyclique et la condamnation de Monseigneur Gauthier. Donc, on n'ira pas plus loin, même après l'avertissement du pape, surtout de la part des évêques en région où le parti d'Arcan n'aura jamais vraiment eu de popularité. Et on mentionnait en fait les inspirations britanniques d'Adrien Arcan, l'antisémitisme, puis bon, un certain penchant pour le nazisme et l'antisémitisme sur le plan politique, si je peux m'exprimer ici, c'est quelque chose qu'on voit au Québec. Il faut le rappeler, mais qu'on voit également ailleurs. Un Léon Degrelle, par exemple, en Belgique, il y en a également ailleurs. Et donc, je serais curieux de vous entendre un petit peu plus sur les liens qu'entretiennent ou les liens qui n'entretiennent pas, que ce soit en fait sur le plan de correspondance ou que ce soit uniquement sur le plan de filiation, de lecture, etc., que les antisémites québécois entretiennent avec les antisémites de l'étranger à cette époque-là. Alors, on pense de plus en plus, quand on étudie Arcan, en fait, Arcan est l'instrument d'un mouvement qui s'appelle le Parti conservateur, à la fois provincial et fédéral, qui va se servir d'Arcan, va financer ses journaux, surtout au début des années 30, pour, en fait, attaquer et les Juifs et les libéraux. Et le Parti libéral, particulièrement le parti de Taschereau, le Parti libéral québécois, qui va aller en élection encore très bientôt, au moment où Arcan arrive sur la scène, est la cible principale des journaux d'Arcan, qui sont, dans ce sens-là, accessoirement antisémites. On essaie au départ de faire une association entre le Parti libéral et les Juifs et l'influence juive pour discréditer Taschereau. Ça ne fonctionnera pas. Et Bennett va jouer le même rôle, il va jouer le même jeu au Québec. Et Hood aussi. Alors, c'est complexe. On n'est pas toujours sûr qu'Arcan est sincèrement un fasciste ou un nazi, ou s'il n'est pas simplement un opportuniste qui se vêtit des symboles du nazisme, la croix gammée et autres, pour attirer de l'attention, pour se mousser lui-même et puis pour donc obtenir du financement politique de la part de la droite canadienne. Évidemment, passé un certain point, ça va fonctionner de moins en moins bien. Et il va faire cavalier seul et il va tenter de bâtir un parti. Mais Arcan, c'est un chef de parti sans membres. Il y a très peu de gens qui suivent. Il y a très peu de gens qui se sont joints. Les estimations du Congrès juif canadien qui doivent être prises au sérieux parce qu'ils sont particulièrement concernés, c'est autour de quelques centaines, quelques milliers, et c'est tout. Et ça, on parle de sympathisants plus que de membres inscrits. Quand Arcan parle, il réunit des foules, souvent dans les sous-sols d'église ou dans des marchés municipaux, mais en général, il ne réussit pas à obtenir du financement suffisamment pour être autonome du Parti conservateur et de d'autres sources. Oui, c'est vrai qu'Arcan fait cavalier seul dans sa forme d'hostilité envers les Juifs, entre autres. Pour ce qui est des membres du parti, de mémoire, Hugues Théoret estimait à environ 900 membres du PNSC là, au sommet de sa gloire. Mais c'est surtout dans la forme et les inspirations de son antisémitisme que Arcan s'isole. Parce que pour les antisémites, autant
religieux que laïque. On a évidemment l'abbé Ravel à Québec, l'abbé Labrec, je pourrais penser aussi à Anatole Vanier à Montréal, Georges Pelletier, l'abbé Georges Panton à Trois-Rivières. Les inspirations sont principalement françaises. On lit beaucoup l'Action française de Paris et c'est là-dedans surtout qu'on va puiser notre inspiration. Alors, Arcan, qui lui s'inspire de Mosley en Angleterre et d'Hitler en Allemagne, a vraiment des inspirations complètement différentes et ça explique peut-être qu'il soit aussi peu populaire dans le milieu. Et on parlait justement des journaux tout à l'heure. Est-ce que vous avez noté une différence entre les journaux de Québec et les journaux de Montréal quant à la façon dont ils traitent la question juive à cette époque? Oui, l'Action catholique s'intéresse beaucoup au commerce de Polac, s'intéresse beaucoup à l'ampleur que prennent les quelques marchands juifs du boulevard Charest ou de la rue Saint-Joseph, si vous préférez. Et ça devient, comme pour la synagogue, un enjeu qui se développe, qui est repris systématiquement, particulièrement par Jules Dorion, l'éditorialiste en chef, le directeur du Devoir, qui en 32, à la fin 32, quand voyant que les Juifs veulent bâtir une synagogue à la Haute-Ville, écrit un éditorial absolument hostile, extrêmement pointu pour dénoncer, et c'est très intéressant, dénoncer non seulement le commerce juif, mais la marchandise juive. Et la marchandise juive, c'est le cinéma, c'est la modernité, c'est certains types de vêtements pour les femmes. C'est toute une approche. Alors, on voit que le marchand juif cristallise ce qui est menaçant pour l'Église. La perte de contrôle, la perte des consciences, l'ouverture sur le monde nord-américain, sur des influences beaucoup plus vastes. Et ça, c'est typique à Québec. À Montréal, on n'a pas ce type de discours. Si on s'oppose aux Juifs à Montréal, c'est plus relativement à l'immigration allemande venue d'Allemagne. On n'a pas grand-chose à dire parce que la ville, fondamentalement, à Montréal, est dominée par les anglo-protestants, par des très grands magasins canadiens-anglais comme Eaton's, par exemple, et que les Juifs, ils jouent, tout le monde a compris que les Juifs jouent un rôle mineur dans l'économie de Montréal, surtout comme prolétariat ou comme petits marchands. Il n'y a pas du tout. Mais à Québec, il y a cette notion fantasmatique, il y a cette espèce de projection que les Juifs sont en train de contrôler tout le commerce sur la rue Saint-Joseph, qui vont dominer la ville. Et on trouve ça littéralement écrit mot en mot dans les éditorialistes de l'Action catholique pensent que les Juifs sont devenus les maîtres de la ville de Québec, tellement ils ont pris de place. Ils sont pas capables d'entrer dans la réalité, ils ne sont pas capables de mesurer, de compter, de comprendre ce que c'est que la présence juive dans leur propre ville. Ce discours antisémite dans la presse, peut-être que M. Anctil va me contredire là-dessus, mais d'après moi, c'est vraiment limité aux journaux indépendants, aux journaux catholiques. Oui. Ça va être très présent dans Le Devoir à Montréal, dans l'Action catholique à Québec. Par contre, dans la presse à plus grand tirage, la presse, la presse Le Soleil, Le Canada, on ne retrouvera pas ces éditoriaux violemment antisémites. Même dans les moments plus forts, comme en 1938, quand on craint vraiment une immigration juive. Il faut dire que ce sont des journaux qui sont associés à un parti politique et ces partis ne voient pas d'intérêt à faire monter la vague antisémite. C'est peut-être la raison pour laquelle les éditorialistes vont être plus discrets sur ce plan-là. Les seuls moments où on va voir des articles anti-juifs dans les journaux libéraux conservateurs, c'est quand le contexte politique s'y prête, entre autres en campagne électorale. Ouais, d'ailleurs, en fait, vous nous avez proposé une page couverture de l'autorité. Les Juifs seront-ils fascistes? On est en pleine campagne électorale au moment où on se retrouve face à ça. Oui. En fait, l'histoire, c'est qu'on avait Louis Fitch, qui était candidat pour l'Union nationale à une élection partielle en 1938, contre un candidat canadien-français libéral, Raoul Trépanier, dans le comté de Montréal-Saint-Louis, donc qui a été représenté par Peter Berkovitch pendant 22 ans.
Et le journal L'Illustration Nouvelle, qui est un journal sympathique à l'Union nationale et qui est dirigé par Adrien Arcan, va appuyer la campagne de Louis Fitch. Donc, ironie suprême, on va voir Arcan qui va appuyer un candidat juif contre un candidat canadien-français. Ce qui va faire dire justement à l'autorité, les Juifs de Montréal seront-ils fascistes? Dans le sens où on a peur que les Juifs soient solidaires de Louis Fitch qui se présente pour l'Union nationale. L'autorité, c'est un journal de combat qui est très catégorique. Et donc, pour lui, Duplessis est un fasciste. Donc, c'est dire qu'on a peur que les Juifs deviennent solidaires du jour au lendemain d'Adrien Arcan au nom de la solidarité raciale, entre guillemets. Quand même paradoxal. Et d'ailleurs, on voit en fait sur la une la petite caricature en fait du chien Arcan. C'est assez parlant. Et si on retourne du côté de Québec, M. Anctil, vous avez mentionné en fait le cas de Polac tout à l'heure. Vous avez mentionné en fait cette crainte qu'on a en fait que la ville soit dominée par le grand capital juif et que la rue Saint-Joseph soit en entier contrôlée par les Juifs. Alors que bon, ben, les grands magasins qu'on a, oui, effectivement, il y a Polac, mais il y a aussi le syndicat canadien-français, Paquette canadien-français, La Liberté canadien-français. Et bon, ben ça, c'est les plus célèbres parce que bon, les plus petits sont aussi en grande partie canadiens-français. Parlez-nous un petit peu, en fait, du cas de Polac à Québec. Les gens de Québec le connaissent, en fait, quand même assez bien parce que, bon, ben, il y a un pavillon de l'Université Laval qui porte son nom, qui est quand même assez important, qui a laissé une place aussi, un héritage, en fait, dans la ville avec les nombreux dons qu'il a faits. Mais à son époque, en fait, il va susciter en fait, une haine en fait viscérale d'une partie de la population qui craint en fait le grand marchand Polac démoniaque. Alors, on voit le magasin Polac là, à l'écran. C'est le magasin qui a ouvert en 1931 au coin de Dupont et Saint-Joseph. On voit l'étoile de David sur la grille au-dessus de la porte. On voit son nom. La photo est ultérieure. La photo date des années 60. C'est pour ça qu'on voit les monuments de glace du Carnaval de Québec. Mais Polac, donc, ouvre ce magasin en 1931 et évidemment, ça fait plusieurs mois ou sinon des années qu'il y pense. Il ouvre le magasin dans un contexte économique défavorable, qui est la grande crise économique qui commence en 1931. Tous les commerces souffrent. Alors, ses concurrents, certains de ses concurrents n'hésitent pas à utiliser cette appellation de magasin juif et de commerçants juifs pour nuire à Polac. Et une des choses qu'on découvre tout à coup, Polac met de l'annonce dans l'Action catholique. L'Action catholique, ça accommode très bien de la publicité de Polac et ça dure un an. Ça cesse tout à coup. Et moi, j'avais un problème. Je voulais savoir pourquoi on cessait d'annoncer Polac dans l'Action catholique, qui est quand même sous le contrôle du diocèse en grande partie. C'est à cause de la question de la synagogue. Quand les Juifs veulent construire une synagogue à la Haute-Ville, il y a une panique qui s'installe dans les milieux catholiques. On pense que la synagogue va faire concurrence aux paroisses et va ruiner les paroisses de la Haute-Ville, la paroisse Saint-Dominique, Saint-Cœur-de-Marie, la paroisse Notre-Dame-du-Chemin, Saint-Sacrement. Et c'est là que Dorion devient virulent, fait cesser la publicité, qui continue dans le soleil quand même, et part à la chasse aux marchands juifs, avec la complicité d'une partie du clergé et d'une partie des marchands canadiens-français. J'ai fait un travail assez détaillé dans l'annuaire Marcotte de la Ville de Québec pour l'année 1941 et j'ai trouvé qu'il y avait dans la Ville de Québec 60 petits marchands en gros, presque tous dans le vêtement, presque tous sur Saint-Joseph, qui employaient presque personne. Le seul marchand visible, c'était Polac. Et dans toute la ville, en 1941, il y avait seulement 2 professionnels d'origine juive, 2 avocats, dont le Louis Lazarovitch. Alors, quand on regarde les faits, puis qu'on fait une étude de fond, on découvre que c'est parfaitement mythique et imaginaire, cette notion que les Juifs avaient contrôlé le commerce. Quand on regarde ça de près, non, pas du tout. Sauf qu'il y en a un qui se démarque, et là, on tire sur lui. Et Polac ne peut plus mettre d'annonce dans l'Action catholique pendant une longue période, mais il continue dans le soleil. Alors
C'est ça, le paradoxe, c'est que cette poussée d'antisémitisme fait que la société québécoise de la Ville de Québec se divise en deux. Les libéraux continuent d'être indifférents à l'antisémitisme, le Soleil n'en tient pas compte, et l'Action catholique durcit ses positions comme, en fait, l'Église va durcir ses positions souvent. Mm. Et ben, la synagogue, en fait, juste avant qu'on conclue sur bon, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, elle est toujours visible aujourd'hui dans la Ville de Québec, même si elle a changé de fonction. Oui, on la voit là au moment de son inauguration vers 1950. Vous voyez les lettres hébraïques sur la devanture. Beth Shalom, Beth Israël Ohev Shalom. Et donc, la maison d'Israël, la tente de la paix. Et elle est en place jusqu'à la fin des années 70, quand elle devient le périscope. La communauté juive diminue trop en nombre, ils ne peuvent plus soutenir la synagogue. Elle devient un lieu de théâtre. Ouais, au coin de la rue Crémazie et Salaberry. Salaberry, oui, pour les gens de la Ville de Québec. Et donc, juste avant de laisser la parole à mon collègue de la Société historique de Montréal, pour conclure, j'aurais envie de vous demander, en fait, où en est-on en 1939 lorsque la Deuxième Guerre mondiale est déclenchée, du côté, en fait, de l'antisémitisme, du côté, en fait, de la question juive à Québec et à Montréal. On a vu que les Québécois, en fait, bon, dans un premier temps, pouvaient être tentés un peu par certaines idées fascistes, mais qu'à partir du moment où le pape les rejette en fait de façon assez formelle, bien il s'en distancie. Et bon, il reste, oui, effectivement, des gens qui supportent un certain fascisme. Adrien Arcan, par exemple, l'abbé Gravel, l'abbé, en fait, Labrec. Mais bon, ces gens sont marginaux, même si certains, en fait, ont quand même un large public. Je pense notamment, bon, à certains prêtres. Mais où est-ce qu'on en est en 1939 et est-ce que la guerre, en fait, vient changer la donne? En fait, quand on regarde l'Action catholique, qui est probablement le journal le plus catholique, le plus conservateur du Québec, fondamentalement, le nazisme est condamné par le journal, en particulier par l'éditorialiste qui, à ce moment-là, est assez jeune, Louis-Philippe Roy, condamné pour ses violences, pour ses abus de pouvoir, pour son antidémocratisme, et condamné par l'Église, par Pie XI. Et juste avant la guerre, Pie XII arrive, je crois que c'est en mars 1939 qu'il devient pape. Mais l'élan est donné. Le Canada français, on pourrait dire, je pense, on pourrait faire l'hypothèse très solidement que le Canada français est détourné. Il est indifférent au mieux ou au pire, il est hostile au point de vue de Hitler, au type de régime que Hitler représente. Et c'est extrêmement important parce que ça va avoir un impact sur la participation des Canadiens français à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une participation qui est relativement égale à celle de la population des Canadiens français, d'une proportion des Canadiens français sur la population canadienne. C'est la preuve que la population générale, d'après moi, avait peu de sympathie pour le nazisme, que c'est resté fondamentalement une influence de plus en plus diminuante à mesure que les années 30 arrivent et qu'il ne reste que quelques individus pour supporter ce genre d'idéologie, dont Adrien Arcan, qui va être emprisonné en 40. Évidemment, ça prend plus que la Seconde Guerre mondiale pour que les gens deviennent soudainement sympathiques à la communauté juive. Par contre, le fait que l'antisémitisme devienne aussi étroitement associé au nazisme, donc à Hitler, à l'ennemi, ça va permettre en quelque sorte de venir diminuer le discours antisémite dès le moment où la guerre éclate. Du côté des autorités religieuses, entre autres, on va devenir beaucoup moins tolérant envers le discours antisémite qui vient en quelque sorte émuler le discours de l'ennemi. On parlait tout à l'heure du curé Lavergne, qui était un antisémite assez bruyant à Québec. En 1941, le cardinal Villeneuve va le pousser à quitter sa cure et parmi les raisons qui vont le pousser à agir, dans son dossier disciplinaire, on va parler de ses incitations à la haine contre les Juifs.
Donc, on voit qu'il commence vraiment à avoir une réaction contre un sentiment qui était globalement accepté jusque-là. Et du côté des partis politiques aussi, on va devenir beaucoup plus prudent. À toutes les campagnes électorales dans les années 30, il va y avoir une réaction anti-juive, que ce soit du côté du Parti libéral ou des conservateurs, dépendant de qui a gagné. Mais à partir de 1939, c'est un discours qu'on ne se permettra absolument plus. Il va toujours y avoir des candidats juifs aux élections provinciales, mais on ne critiquera plus autant un candidat juif, un député juif, sur son origine culturelle ou ethnique. C'est un argument qu'on va vraiment laisser tomber. Un grand merci à tous les deux, messieurs. Il y aurait probablement encore plein de questions à poser sur la question de l'antisémitisme au Québec dans les années 30 et sur la comparaison et surtout les différences qu'on peut tirer de l'analyse qu'on peut faire de Montréal et de Québec. Juste avant, en fait, de clore, je repasserai la parole à mon collègue de la Société historique de Montréal qui a quelques questions pour vous. Alors, j'ai une première question pour Pierre. C'est par rapport à Maurice Pollack. Je sais que vous avez beaucoup étudié le personnage et comment il était représenté en fait dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et comment on a utilisé un peu son image pour faire peur aux gens? Oui, alors c'est très intéressant. Je vous ai envoyé une image d'Adrien Arcan qui reproduit la photo de Pollack en 1933 dans son journal, si ma mémoire est bonne, c'est le Patriote. Et il commet un texte très hostile, très menaçant. C'est un gorille, c'est un gangster, c'est quelqu'un qui va vous voler. C'est une exception. En fait, Pollack à Québec n'est pas mentionné vraiment dans l'Action catholique. On ne le nomme pas. On ne dit pas c'est le marchand juif Pollack. On parle juste en général des marchands. On sait qu'il est capable de se défendre. On sait qu'il a des moyens très efficaces sur le plan légal ou sur le plan économique. L'Action catholique ne veut pas risquer ça. Et puis, je pense que l'Église ne veut pas risquer non plus des procès ou Écoutez, on comprend que dans le contexte démocratique canadien, il y a une limite. Ça s'appelle la diffamation. Et si on va trop loin, on va se retrouver devant une cour de justice. Et l'Église comprend ça aussi, même si elle n'a pas particulièrement de sympathie. Dans le Soleil, dans les journaux plus libéraux, là, on va permettre la publicité, on va laisser s'étaler les offres commerciales de Pollack comme celles de tous les autres sur la base du principe que le marché est ouvert. On est dans une société libérale et quiconque est libre de proposer des marchandises au prix qu'il souhaite au public. Et c'est ça la différence entre les deux mondes. Dans un monde, l'Église veut contrôler la marchandise, l'offre, il veut contrôler la moralité des services offerts, elle veut contrôler aussi la moralité des personnes qui offrent la marchandise et qui détiennent des commerces, et le Soleil ne veut pas. Par rapport à Montréal, pour revenir sur notre ville, tout à l'heure, je crois que vous vouliez parler de Joseph Schubert, qui était donc au Oui, c'est conseil exactement municipal. ça. Merci. Comment ils étaient, de quel bord politique étaient les hommes politiques, enfin cet homme politique juif-là, et puis après il y a un député très célèbre qui va prendre le relais. Est-ce qu'ils ont été perçus comme des gens d'extrême gauche ou enfin des communistes, ou comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Ils ont été très largement perçus comme des individus qui étaient inspirés par le communisme, inspirés par la lutte des classes, qui, d'ailleurs, Joseph Schubert va faire énormément pour favoriser, en fait, le confort, le développement de la classe ouvrière. Il va bâtir un bain au coin de Bague et Saint-Laurent. Il va prendre le parti des grévistes, il va prendre le parti des gens qui souffrent dans la crise économique. Ils sont en général plus à gauche que les libéraux classiques. Mais il y a une partie aussi, il y a une partie du personnel, des gens qui se présentent et qui sont élus sous la bannière libérale, qui sont dans la bonne ligne libérale classique. On ne trouve pas, évidemment, beaucoup de droitistes dans la communauté. Vous aurez compris ça, évidemment.
Alors pour Alexandre, euh, j'aurais aimé savoir comment l'abbé Gravel a perçu Pétain et puis son discours en France et les lois anti-juives françaises. Alors, Gravel va avoir le même discours que beaucoup de Canadiens français sur la question et même que beaucoup de Français, je crois. C'est-à-dire que pour tout ce qui est des lois anti-juives, des exceptions contre les Juifs, on va souvent s'imaginer que c'est une invention de la propagande pour venir discréditer le maréchal. Euh, Gravel va être sympathique à Pétain jusqu'à bien après sa mort, parce que justement convaincu que tous les reproches qu'on pouvait lui adresser, c'était des inventions, des fabulations des socialistes, des communistes et des ennemis de la vraie France. Donc, Pétain va garder une certaine popularité même après la fin de la guerre, chez Gravel et aussi chez ses alliés. Alors, en lien, merci pour cette précision. Et en lien avec votre ouvrage sur Duplessis, alors justement, qu'est-ce que Duplessis pense de tout ça, pense des Juifs en particulier? Pour Duplessis, la question juive, c'est comme beaucoup de questions. C'est comme la question de l'électricité, c'est comme la question du vote des femmes. C'est une question politique et il vérifie qu'est-ce que ça peut lui rapporter sur le plan électoral. Donc, en 1938, les libéraux décident de présenter un Canadien français à la place de Peter Berkovitch. Duplessis va présenter un Juif comme candidat et il va se présenter comme l'ami des Juifs. Il va dire aux Juifs, donnez-vous un représentant avec qui je peux travailler et ça va fonctionner. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, là, les Juifs vont se ranger presque unanimement du côté du Parti libéral et à partir de ce moment-là, Duplessis va perdre tout intérêt pour la question juive. Pour lui, ce sera même plus une question à se poser. Les Juifs sont du mauvais côté, donc ils ne méritent pas qu'on s'intéresse à eux. Mais Duplessis, comme tel, n'a pas de position tranchée sur la question. Ce n'est pas un pro-juif, ce n'est pas un antisémite, c'est un politicien. Merci à tous les deux pour ces paroles très intéressantes. Et je laisse maintenant tous les auditeurs, les membres de nos sociétés ou tous ceux qui le souhaitent vous poser des questions. On a beaucoup d'intérêt de ce côté-là.